Madame, Monsieur, bonjour. Dans le cadre des objectifs du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, Sa Majesté le roi Mohamed VI vient d'inaugurer le barrage Moulay Abdelrahman réalisé sur le Oued L'Qsoub dans la région d'Essaouira. Coût global 920 millions de dirhams. Un projet en phase avec les objectifs du programme 2020-2027 donc, et dont l'enveloppe budgétaire a été, elle, fixée à 115 milliards de dirhams. Nous analysons aujourd'hui la situation des barrages dans le royaume ainsi que les questions de gestion de l'offre et de la demande en eau en compagnie de Driss Essaoui. Bonjour Sidriss. Bonjour. La politique nationale des barrages ne date pas d'hier, comme vous le savez, mais continue de porter ses fruits, n'est-ce pas? Pourtant, elle a souvent été critiquée. Est-ce que cette nouvelle politique des barrages est en continuité ou on peut parler d'une nouvelle politique des barrages au Maroc? En fait, comme vous avez dit, c'est une politique des barrages qui a été critiquée. C'était du temps du roi défunt, Hassan II. Parce que les organismes financiers internationaux considéraient que le Maroc, qui à l'époque avait, si vous voulez, des équilibres financiers assez fragiles, a choisi, dans le cadre d'une vision, d'une approche visionnaire, de doter le pays d'infrastructures hydrauliques importantes, avec un objectif au départ, si vous vous rappelez, c'était le 1 million d'hectares, et c'était tellement bien fait qu'on avait terminé 2 ans avant le terme, et que le potentiel était encore existant. Maintenant, cette politique-là, elle est véritablement, on peut dire qu'elle s'inspire de cette vision, de cette stratégie, mais aussi c'est une approche qui a été fondée sur une analyse réaliste de nos capacités, de nos besoins, mais il y a une nouveauté, une grande nouveauté dans cette approche. D'abord, elle a été suivie directement par le roi Mohamed VI directement, avec une commission spécialisée, et laquelle commission a dû travailler plus d'une année sur la base de toutes les études qui existent au Maroc et qu'il fallait absolument donner un coup d'accélérateur à la mobilisation des ressources en eau, à son utilisation, mais surtout à son encadrement dans le cadre d'une approche stratégique qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. L'inauguration du barrage est le premier jalon dans la mise en œuvre de cette stratégie et c'était excellent. C'est-à-dire qu'on se dit, parce qu'on a vu plusieurs stratégies donner des termes sur 5 ans, sur 10 ans, mais il n'y avait pas de choses concrètes. Aujourd'hui, on est dans le concret. Alors, vous l'avez souligné également, c'est une approche qui vise à agir de manière simultanée sur l'offre et la demande, c'est-à-dire l'offre, il fallait l'augmenter, la développer, mais surtout l'adapter à nos besoins et aux capacités dont le Maroc dispose aujourd'hui. En ce qui concerne la demande, le constat a été largement partagé, ce que nous sommes un pays où il y a beaucoup de dilapidation des ressources en eau, l'utilisation n'est pas toujours rationnelle, mais le Maroc avait mis en œuvre un certain nombre de politiques. Il y a toute la politique hydraulique qui a évolué depuis, on va dire, depuis les années 70 jusqu'à nos jours, a connu aujourd'hui, elle connaît des réussites. Nous avons pu l'adapter, nous avions la grande hydraulique, la moyenne hydraulique, la petite hydraulique, etc. Aujourd'hui, on sait comment faire pour rationaliser la ressource en eau et surtout l'utiliser pour augmenter la productivité au niveau du secteur agricole. Nous n'oublions pas, 93% pratiquement de ressources en eau sont utilisées non pas pour l'eau potable, mais pour l'industrie et l'agriculture. Et il fallait agir sur ce système. Alors, agir justement, de combien de barrages avons-nous aujourd'hui besoin pour répondre à ces besoins qui sont grandissants, que ce soit pour l'industrie, mais aussi pour l'agriculture? Oui, c'est-à-dire, quand on parle des barrages, c'est la mobilisation. C'est le plus important, c'est une mobilisation avec une technologie complètement marocaine aujourd'hui, elle est complètement intégrée. Quand on mobilise, on peut à ce moment-là, et ça c'est aussi, disons, le point de force avec ce barrage-là, parce qu'on a développé, parce que souvent, pendant un moment, on a développé des barrages, il n'y a pas eu d'entretien, il y a eu un envasement, et les capacités de stockage étaient limitées, mais le plus important, on a arrêté la politique nationale hydraulique pendant un moment, au moment, bien sûr, de la politique d'ajustement structurel que le Maroc a dû subir pendant un moment. Mais le problème qui s'est posé, vous avez un ouvrage
hydraulique, un barrage, un grand barrage, mais il n'y a pas les infrastructures qui suivent. On ne peut pas, vous voyez. Donc, relier entre l'hydraulique et l'agriculture était problématique pendant un moment. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ça, c'est la grande force que je vous ai dit. Sous le contrôle et la supervision du roi Mohammed VI lui-même, aujourd'hui, on a une grande convergence des politiques publiques en la matière. Alors maintenant, de quoi on a besoin? On a déjà 115 grands barrages. Il y a programmé, je n'ai plus le chiffre, pratiquement autant en grande hydraulique, petite et moyenne hydraulique, avec des bassins de rétention. Nous avons la technique. Je le dis et je le redis. Nous avons la technique en termes de ressources humaines, nous avons le savoir-faire qui a été acquis depuis des années, et le Maroc exporte aussi son savoir-faire en Afrique, au Moyen-Orient pour certains pays, et ce n'est que du bonheur que d'aller dans cette approche. Qu'en est-il par rapport aux autres moyens de gestion de l'offre hydraulique, et notamment en ce qui concerne les usines de traitement d'eau usée, destinées en l'occurrence à l'agriculture, mais aussi pour l'eau dessalée de la mer? Alors, ce qui est intéressant, tout ce qui est traitement des eaux usées, le traitement tertiaire, il est opérationnel sur un certain nombre de sites. Les STEP, ils sont connus, on les utilise et ça marche. Vous savez, il y a une ville comme Guilmim, par exemple, où on arrive aujourd'hui, je pense qu'ils sont déjà arrivés à collecter tous les eaux usées, les traiter et les réutiliser pour l'agriculture. On en a grandement besoin. Ça, c'est une technique qui est maîtrisée sur beaucoup de sites. Maintenant, le dessalement d'eau de mer. Je pense la première, si je ne m'abuse, la première unité de dessalement a été installée à l'Aïoun. Alors, après l'Aïoun, on a vu d'autres. Il y a Agadir. Agadir, aujourd'hui, on est en cours de construction d'une unité qui va faire non seulement de l'eau d'irrigation, mais aussi de l'eau potable, sachant pertinemment que son installation, elle est plus que cruciale, parce que la nappe phréatique était pratiquement épuisée, et que les agriculteurs eux-mêmes étaient demandeurs. Et il y a, alors, le point qu'il faudra souligner, c'est que c'est des structures qui sont montées dans le cadre des PPP. Voilà, c'est un investissement, exactement. Oui. C'est un investissement où il y a le privé le public et les utilisateurs. Très bien. Et les gens acceptent de répondre aux critères de gestion rationalisée, c'est-à-dire, par exemple, sur la nappe, on met un compteur et que les gens acceptent de le faire, et l'utilisation alternée entre les eaux du barrage et les eaux souterraines. Et l'autre partie sera utilisée pour l'eau potable pour le monde rural, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des déficits. Mais l'effort déjà consenti est très intéressant. Allez-y sur les oasis. Vous trouverez un raccordement à l'électricité, mais également pour les grandes concentrations de population au niveau des oasis, vous trouvez de l'eau potable. Qu'en est-il des autres régions reculées? Je parle notamment des montagnes de l'Essaï-Saoui. Alors les montagnes, c'est l'effort qui sera porté justement par cette stratégie 2027, où l'on essaiera justement de raccorder toutes ces localités qui sont reculées, isolées, même si sur le plan économique, ce raccordement n'est pas toujours justifié. Mais comment on fait fonctionner la règle de la péréquation entre les régions où on peut le faire à moindre coût, on fait l'effort pour les régions reculées, disons pratiquement isolées et cloîtrées, pour leur apporter justement cette matière vitale pour les populations et éviter de tomber dans des ruptures. Le Maroc, depuis un moment, ne vit plus au rythme des ruptures en termes d'approvisionnement, mais il fallait tenir compte du stress hydrique, de toutes les analyses et, si vous voulez, les avis des grands experts qui disent attention, même si, il faut le remarquer aussi, le Maroc est maître de ses ressources. Il les partage avec personne. Mais même avec ça, il faut considérer que l'eau est une matière périssable, que c'est une matière qui peut disparaître un jour, donc il faut l'utiliser de manière la plus rationnelle. Sans être alarmiste, je pense, moi je ne suis pas d'accord. Alarmiste peut-être pas, mais on remarque qu'il y a de moins en moins de campagnes de sensibilisation par rapport à l'eau. Non, alors pour cela, il y a eu des campagnes. Le problème, il y a eu, sincèrement. Maintenant, on est sur un projet gigantesque, d'envergure nationale, très important, aussi bien pour l'agriculture, pour l'eau potable. Et le plan 2020-2027 prévoit quelque chose comme 50 milliards de dirhams pour cette période, pour la sensibilisation et la communication. Je trouve que c'est une excellente chose d'avoir placé, disons, cet axe
au même niveau d'importance stratégique que les autres, que ce soit l'offre, la demande, etc., et toute la régulation là qui doit justement guider ce projet-là. Il y a un projet d'autant plus crucial, comme vous le dites, Driss Aissaoui, que nous sommes en train de vivre de vrais changements climatiques et qu'il y a des années de plus en plus sèches. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'ensemble de vos éclairages à ce sujet aussi vital qu'est la gestion de l'eau dans notre pays. Merci, Driss. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur votre chaîne Médien TV Afrique. Très bonne suite des programmes.